l'habitude de nous dire que rien ne reste sur le terrain après la débâcle du socialisme, sinon l'utopie. Mais l'utopie, c'est quelque chose d'énorme. Donc, c'est quelque chose d'énorme qui reste encore devant nous. Et c'est une histoire très ancienne. Ça commence très tôt. En Grèce, en particulier, il y a 3 genres d'utopie. Un peu schématique ce que je dis, mais je pense que c'est l'essentiel sur ce sujet. 3 genres d'utopie. L'utopie d'origine urbaine, qui est surtout représentée par la comédie. L'utopie aristocratique et philosophique, de Pythagore à Platon. Et l'utopie hellénistique, d'âge hellénistique, c'est-à-dire au moment où Rome, la République romaine, domine la Méditerranée entière et en même temps des forces sociales et spirituelles luttent contre cette domination. L'utopie hellénistique est strictement, nettement cosmopolite. Je vais commencer donc par l'utopie urbaine de la comédie grecque, qui est représentée surtout par Aristophane. On sait que ce grand personnage qui vivait au 5e siècle avant notre ère et qui était encore actif au début du 4e, a traité largement le thème utopie. À mon avis, il a traité de l'utopie même lorsqu'il semble parler d'autres choses. Les comédies qu'il nous a laissées sont très peu, sont 11 comédies. Et si je vous donne la liste très sommaire et rapide des titres et des sujets de ces comédies, on constate que l'utopie est partout. Ou bien il s'agit de l'utopie de la paix, se battre pour la paix au moment où les pouvoirs sont tous du côté de la guerre. Les Acarniens, par exemple, mais encore la paix, une comédie intitulée justement La paix. Encore l'utopie de s'enfuir de la cité pour chercher le bonheur ailleurs. Les oiseaux, célèbre comédie, où l'on imagine une cité céleste, où se réfugier en abandonnant Athènes sur la terre. Et encore Lysistrate, l'utopie de l'égalité des sexes, mais face au problème de la guerre, activité typiquement masculine. Et enfin, les 2 comédies du dernier moment, de la dernière période de sa carrière, les femmes à l'Assemblée et la richesse, Plutos, la richesse. Plutos, le dieu de la richesse qui est devenu aveugle. Et donc le grand problème est de corriger les folies qui se produisent du moment que Plutos est aveugle. Mais je vais me concentrer surtout sur la plus directement utopique des comédies d'Aristophane, c'est-à-dire les femmes à l'Assemblée. Aristophane est un personnage complexe. On peut le juger de différentes façons. On a l'habitude de le considérer comme un ennemi du régime démocratique athénien. On dit qu'il est un conservateur, peut-être réactionnaire. Mais le personnage est plus compliqué, plus complexe que l'étiquette qu'on adopte en parlant de lui. Avant d'entrer directement dans le sujet de cette comédie, j'ai voulu choisir 2 jugements assez rapides de 2 grands savants. L'un est Gustave Glotz et l'autre est Alexis de Tocqueville, sur le système politico-social athénien.
qu'est-ce que l'Athènes d'époque classique au point de vue des rapports sociaux. Athènes, dit Gustave Glotz, grand historien français, est mère de la démocratie. Elle a découvert dans la liberté le secret du droit, de la richesse et de la beauté même. Il lui est resté une gloire impérissable. Gustave Glotz. De l'autre côté, Alexis de Tocqueville, qui a consacré une page à l'intérieur de son grand livre sur la démocratie en Amérique. Dans la deuxième partie, il a intitulé le chapitre en question « Pourquoi l'étude de la littérature grecque et latine est particulièrement utile dans les sociétés démocratiques ». Il commence son récit avec les considérations suivantes. Ce qu'on appelait le peuple dans les républiques les plus démocratiques de l'Antiquité ne rassemblait guère à ce que nous nommons le peuple. À Athènes, tous les citoyens prenaient part aux affaires publiques, mais il n'y avait que 20 000 citoyens sur plus de 350 000 habitants. Tous les autres étaient esclaves et remplaçaient la plupart des fonctions qui appartiennent de nos jours au peuple et même aux classes moyennes. Athènes, avec son suffrage universel, n'était donc, après tout, qu'une république aristocratique où les nobles avaient un droit égal au gouvernement. Donc, deux jugements tout à fait opposés. On peut discuter sur cette affirmation de Tocqueville un peu optimiste lorsqu'il dit « Le peuple, les 20 000 citoyens participaient aux affaires publiques ». Ce n'est pas du tout vrai. En effet, on sait de Thucydide, par exemple, grand historien plus ou moins contemporain, un peu plus âgé d'Aristophane, que pas une seule fois, quelle que fût la gravité de l'événement, l'Assemblée populaire n'avait pu réunir que 5 000 citoyens. Donc une minorité à l'intérieur d'une minorité. La comédie est fondamentale pour connaître l'histoire sociale d'Athènes. Les Acarniens, au début, présentent un paysan, un type qui s'appelle Dicéopolis, c'est-à-dire la cité juste. C'est un nom intéressant, Dicéopolis, qui est à l'aube déjà à l'Assemblée. Il attend que les autres arrivent, il attend que les hommes politiques se présentent. Il voudrait de toutes ses forces combattre pour la paix. Et donc il dit, je suis là, dès que quelqu'un commence à parler pour soutenir la nécessité de la guerre, je ferai du bruit, je hurlerai de toutes mes forces contre lui. Donc un paysan intéressé à la politique qui a sacrifié même son travail pour se présenter à l'Assemblée et combattre pour la paix. En effet, c'était très rare que quelqu'un qui travaillait, qui vivait de son travail, se présentait à l'Assemblée. Gustave Glotz même, dans un autre livre célèbre, a montré que le petit salaire qu'on donnait aux citoyens pour être présents à l'Assemblée ne valait presque rien face à ce que l'on gagnait de son travail dans la journée. Donc c'était nécessaire d'avoir une forte volonté politique pour sacrifier son travail et participer. Ajoutons que dans les milieux les plus pauvres, il y avait des idées qui faisaient plus ou moins efficacement contester le système social existant. Et c'est justement ce que Aristophane veut représenter dans cette comédie. La propagande pour l'égalité.
c'était un phénomène qui existait à Athènes. Autrement, on ne comprend pas pourquoi Aristophane aurait choisi ce sujet. Quel est le sujet et le point de départ de la comédie? Un changement de régime qui fait passer le gouvernement de la cité entre les mains des femmes. Ça serait une fantaisie à Athènes, évidemment, où les femmes n'ont aucun droit. Au début de la comédie, profitant du sommeil de leur mari, s'étant emparées de leurs vêtements, les femmes pénètrent à l'intérieur de l'Assemblée populaire à l'heure où personne encore, sauf quelques paysans, n'était présent et décrètent que désormais tous les pouvoirs passent aux mains des femmes. La transformation est brusque et radicale. Ces bonnes et paisibles bourgeoises, préoccupées jusqu'ici à maintenir un juste équilibre entre leurs maris et leurs amants, se révèlent tout d'un coup, sans que rien ne lui laissait supposer, communistes et entendent transformer immédiatement de la façon la plus radicale l'organisation de la société. Il y a un chef, évidemment, c'est Praxagoras, une femme, justement, qui montre un talent organisatif, un talent politique, et même des capacités oratoires. C'est ridicule pour un Athénien parce que les femmes n'ont pas l'habitude d'apprendre la rhétorique, l'art de la parole. C'est réservé aux éléments des couches supérieures. Même un paysan à l'Assemblée n'est pas capable de parler. Il y a les grands seigneurs qui connaissent la rhétorique. Et Praxagoras, miracle, est en mesure de parler à l'Assemblée et de proclamer la nécessité de la révolution. Je déclare qu'il faut que tout le monde mette ses biens en commun, que tous en aient leur part et en vivent, qu'il ne faut pas que l'un soit riche et l'autre misérable, que celui-ci cultive un grand domaine et celui-là n'ait même pas où se faire enterrer. C'est un texte qui se rapproche de beaucoup un célèbre discours de Tiberius Gracchus, combattant pour les droits des paysans à Rome 3 siècles plus tard. Nous connaissons ce discours grâce à Plutarque dans la biographie de Tiberius Gracchus, et il y a des mots presque identiques. Il n'y a pas même la propriété du terrain où se faire enterrer. Dans le développement de cette comédie, Aristophane met en évidence le contraste entre deux types humains. Et le ridicule, c'est que la discussion se diffuse parmi les hommes, parce que les femmes sont déjà gagnées à la Révolution. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils feront? Premier problème, qui est-ce qui va travailler? Et comment pourra-t-on manger? Il faut que quelqu'un travaille. Et la réponse est, il y a les esclaves. Donc, évidemment, c'est une révolution qui, à l'intérieur de la cité démocratique, a marginalisé, encore une fois, les esclaves, qui ne participent pas de cette révolution. Les deux personnages mis en scène sont de types très différents. D'un côté, un homme gagné à la cause de la révolution, de l'autre, un type un peu sceptique qui se refuse, par exemple, de donner ses propriétés pour le bien commun. Les règles de cette révolution sont les suivantes. Les repas seront pris en commun. On fera de la cité une vaste demeure unique, en fracturant les clôtures, en brisant les murs. Il n'y aura plus de portes. Toutes les femmes seront communes à tous les hommes. Et à ce moment-là, Aristophane fait poser la question, comment, sous un tel régime, chacun de nous pourra-t-il reconnaître ses enfants?
Réponse. À quoi bon? Ils regarderont comme leur père tous les gens plus âgés. Et c'est justement ce que l'on lit dans le livre 5 de la République de Platon, là où Platon esquisse un projet de république communautaire. Les deux personnages discutent et le type, le sceptique, dit plusieurs fois, il répète, je vais d'abord éplucher les choses, les peser à loisir. Il va attendre, il doit voir ce que feront les autres. À ce moment-là, dans la comédie, se produit un miracle, pour ainsi dire. Le héros se présente en public et sollicite tous au repas commun. Immédiatement, le contre-révolutionnaire devient révolutionnaire. On lui pose la question, mais tout à l'heure, tu disais le contraire. Et il répond, lorsque la République appelle, je suis là. Quel est le but d'Aristophane dans cette comédie? Il y a des interprétations différentes. On dit c'est la caricature méchante des utopies répandues dans les milieux les plus pauvres d'Athènes. On dit encore c'est la caricature de la pensée platonicienne. C'est difficile de croire que ce soit vraiment la caricature de la pensée platonicienne, parce que Platon a écrit 20 ans plus tard. La comédie est mise en scène en 392 avant notre ère. Platon avait déjà écrit l'Apologie de Socrate, mais la République, par exemple, n'était pas encore écrite et, on peut ajouter, n'était certainement pas répandue dans les milieux hors de l'école de Platon lui-même. Mais il y a des points d'accord assez frappants. Les règles que je viens de mentionner, non seulement celles qui concernent les femmes et les enfants qui doivent reconnaître comme pères les gens âgés ensemble, mais la destruction des murs à l'intérieur des maisons, par exemple, et les repas communs, ce sont des points solides du programme platonicien. Et donc, on pourrait peut-être bouleverser les rapports. On pourrait dire, Platon aussi a eu, à l'intérieur de son projet, de son grand projet de réforme, une attention peut-être pas banale aux exigences d'un type de prédication égalitaire qui existait bien avant lui. J'ai mis en rapport les deux réalités très différentes. D'un côté, la comédie méchante d'Aristophane, de l'autre côté, le texte capital du communisme de l'Antiquité, c'est-à-dire la République de Platon, non seulement parce qu'il y a des éléments apparemment très proches, mais parce que le passage de la comédie à la philosophie nous pose immédiatement en rapport avec la deuxième utopie dont je parlais au début, c'est-à-dire l'utopie philosophique. Et là, il faut remonter assez en arrière, parce que bien avant Platon, il y a une tradition d'utopie sociale que nous connaissons très mal grâce à des historiens qui ont écrit bien après. Je fais un nom seulement, le législateur de Catane, la ville grecque en Sicile. Ce type dont on a une idée assez vague chez Diodore de Sicile et chez Aristote, s'appelait Charondas, un type très sévère. Par exemple, il avait écrit un codex de lois qui devait rester solide. On ne devait pas les modifier. Alors il avait suggéré cette solution.
Si quelqu'un a l'idée de modifier les lois que nous avons établies, il doit se présenter à l'Assemblée dans, comment dit-on, une corde al collo. Avec une corde au cou. Oui, parce que si par hasard son idée, sa proposition était repoussée, immédiatement il était exécuté. C'est une solution pratique à considérer. Et qu'est-ce que la nouveauté que Carondas a introduit dans le système? Peut-être il avait été l'élève de Pythagoras. Encore, son influence est bien plus vaste. Ce n'est pas seulement Catane, c'est la Grande Grèce qui a été influencée par cette pensée. Bien, la grande nouveauté de l'utopie de Carondas, c'était d'un côté l'intervention continuelle de l'État dans l'existence privée. Il n'y avait aucun aspect de l'existence privée qui ne fut surveillé par l'État, comme Lycurgue à Sparte, par exemple. Mais il avait ajouté une attention particulière à l'alphabétisation. Je lis 2-3 passages chez Diodore de Sicile, l'historien sicilien de l'époque de Jules César. Il dit « Le législateur, c'est-à-dire Carondas, mettait les lettres au-dessus de toute autre discipline. Et c'est bien fait, c'est justice. C'est par elles, par les lettres justement, pensait-il, que sont réalisées la plupart des œuvres les plus profitables à la vie. Quel plus grand éloge faire à l'enseignement de l'écriture? Par elle seule, en effet, les morts subsistent dans la mémoire des vivants. Ceux qu'une grande distance sépare communiquent entre eux. Dans les traités de paix entre le peuple et le roi, les caractères irrécusables offrent une solide garantie. C'est pourquoi il faut attribuer à la nature la responsabilité de la vie, mais à la culture, composée des écrits, celle du bien vivre. En conséquence, persuadé que les illettrés étaient privés de grands avantages et de grands droits, Carondas, par cette législation, fut l'auteur d'un progrès. Ses prédécesseurs avaient nationalisé la médecine, il s'était occupé des soins à donner au corps, lui soigna l'esprit, paralysé par l'inculture. Donc il avait, pour ainsi dire, combattu pour une alphabétisation totale. Je souligne cet aspect intéressant de l'activité législative de Carondas parce que dans les lois de Platon, c'est-à-dire dans l'œuvre de la vieillesse extrême de Platon, il y a bien entendu un chapitre, un comma qui concerne l'alphabétisation, mais Platon dit il est suffisant que la masse connaisse simplement les signes alphabétiques. Ils doivent savoir lire des textes élémentaires. Carondas, au contraire, disait bien plus. Il disait il faut s'emparer de la culture. Et nous reviendrons sur Platon, mais avant, je voudrais signaler un autre personnage peu connu de l'utopie grecque, dont nous avons des renseignements un peu confus, un peu polémiques aussi, chez Aristote. Aristote, dans son grand traité sur la politique, nous parle de ce type qui s'appelait Phaléas. Phaléas, il était né à Chalcédoine, c'est-à-dire au bord de la mer Noire, donc tout autre côté que Carondas qui était en Sicile. Qu'est-ce que le programme de Phaléas? Aristote, il faut le préciser,
a combattu de toutes ses forces les différentes formes d'utopie qui s'étaient produites en Grèce. En particulier, il a durement combattu l'utopie platonicienne. On a observé quelquefois avec ironie que le mot ousia, le mot grec ousia, qui veut dire l'essence, veut dire aussi la propriété. Et Aristote dit et répète d'une façon insistante que l'erreur de Platon consiste dans ce qu'il a imaginé un individu qui ne soit pas lié strictement à la ousia, à la propriété. C'est inconcevable. Phaléas avait, aux yeux d'Aristote, les mêmes défauts. Qu'est-ce que suggérait Phaléas? Phaléas suggérait le partage strictement égal de la propriété rurale. On s'interroge sur les origines de cette utopie. Pourquoi un homme de Chalcédoine, c'est-à-dire une ville maritime dont l'activité principale était le commerce, aurait eu cette idée de l'égalité de la propriété foncière? Difficile de donner une réponse concrète à cette question sérieuse parce que, comme je l'ai dit, nous connaissons Phaléas grâce à Aristote. Donc Aristote nous donne seulement les éléments contre lesquels il polémique. Et tout à fait probable que le projet de Phaléas n'avait pas nécessairement rapport avec sa patrie, avec Chalcédoine. C'était un projet de réforme à proposer bien plus largement que dans sa ville. C'était un projet de réforme philosophique du type, par exemple, des projets platoniciens. Ce qui est curieux dans l'image que nous relevons grâce à Aristote du projet de Phaléas, c'est que les propriétaires deviendront propriétaires d'un morceau de terre absolument égal, mais ils seront esclaves de l'État. Donc l'État doit surveiller tous et tous seront égaux à l'intérieur d'une domination étatique très dure. Du moins, c'est ce que Aristote dit. On n'a aucun écrit de Phaléas qui n'ait survécu jusqu'à nous. On peut constater que la critique qu'il adresse à Phaléas est la même qu'il adresse à Platon. Donc, il a classé les deux réformateurs, Phaléas et Platon, dans le même genre d'utopie, une utopie interventiste, où l'État surveille chacun même dans la vie privée. Mais c'est vraiment cela ce que Platon a proposé dans son enseignement immense, durable, dans ce dialogue immense que c'est la République. On risque de lire Platon à travers la critique d'Aristote. On oublie que le projet platonicien n'est pas seulement utopie. Platon a essayé d'installer une expérience concrète de roi régisseur lors de son séjour en Sicile. Donc, il a risqué personnellement sa vie. Il est tombé aux mains des pirates, il a été emprisonné par le tyran. Il voulait former la mentalité d'un souverain en le transformant en philosophe. Et c'était une faillite, évidemment. Il est retourné à Athènes et après cette faillite, il a écrit les lois, c'est-à-dire un texte bien plus proche de Charondas que de la République que lui-même avait écrite. Troisième genre d'utopie, ce que j'ai
mentionnée au début comme utopie hellénistique. Deux écoles se partagent la pensée hellénistique. D'un côté, la pensée stoïcienne, de l'autre côté, la pensée épicurienne. Je vais commencer justement par le grand élève d'Épicure, c'est-à-dire Lucrèce, le poète romain, qui était encore vivant au moment où la guerre civile entre Jules César et Pompée a éclaté. On ne sait pas quel est le moment où il est mort. Les chrétiens disaient qu'il s'était suicidé, mais peut-être c'est une fable. En tout cas, il était contemporain de Cicéron. Son grand poème de la nature, au début du livre 2, présente l'idéal de bonheur épicurienne. Je vais lire des lignes de ce texte célèbre. Il est doux, face aux flots déchaînés par les vents, d'assister du rivage au naufrage d'autrui. Si ce spectacle ne nous rend point contents, il nous montre les maux dont on est à l'abri. Il est doux d'observer depuis une hauteur la marche des armées, leur choc et leur fureur. Mais la douceur suprême est d'occuper la tour d'un bastion fortifié par les leçons des sages. Promontoire serein d'où l'on voit alentour le reste des humains en proie à leur errance. Et on peut continuer avec les vers suivants. L'idée est assez claire. Le sauvetage individuel. On constate la folie humaine, le désir de richesse, la folie des guerres civiles, des batailles pour le pouvoir. Il y a une caricature méchante au livre 3 de l'homme politique. Mais la seule forme de sauvetage est celle du sage, celui qui est sur le bastion et qui constate la folie humaine. Ça devient même un type. Les deux philosophes dont Sénèque disait l'un pleurait et l'autre riait, Héraclite et Démocritos. Démocritos riait, Héraclite pleurait, pour la même raison, face à la folie humaine. Encore une fois, l'idée du sauvetage solitaire. Mais ce n'est pas la seule solution créée par la réalité de l'Empire romain, de la domination romaine, de la société esclavagiste répandue dans la Méditerranée entière. Il y a aussi une autre réponse. Sous l'influence d'une philosophie que l'on considère habituellement philosophie d'élite, c'est-à-dire la philosophie stoïcienne. Qui est en rapport avec des influences culturelles qui viennent de très loin. La religion solaire, les idéologues racistes italiens disaient que Zénon, le fondateur de la philosophie stoïcienne, était sémite. Et donc, le sémitisme était à l'origine de sa pensée étrange à la tradition classique. On voit le racisme rejoindre même les endroits les plus discrets, où on n'imaginait pas de trouver de telles folies. Mais ce qui est vrai, c'est qu'en effet, au fond de cette philosophie stoïcienne, il y a des influences multiples. Un exemple sur lequel je vais me concentrer,
serait intéressant, c'est-à-dire la présence d'un philosophe stoïcien, Blossius, qui était né en Italie, dans l'Italie méridionale, à Cumes. Blossius, philosophe maître de Tiberius Gracchus, qui a combattu à côté de lui, qui a été exilé de Rome au moment même où Tiberius a été tué par les sénateurs qui l'ont tué de ses mains directement, de leurs mains directement. Eh bien, Blossius s'est enfui à l'autre extrémité de la Méditerranée. Il a rejoint les esclaves révoltés de Pergame, de la monarchie de Pergame, qui avait été légués au Sénat romain par le dernier roi qui s'appelait Attale III, en 133 avant notre ère. Et il s'est rangé du côté des esclaves révoltés, en particulier d'Aristonikos, qui était le leader, le grand combattant, qui prétendait être le fils naturel du roi qui avait légué le royaume aux Romains, et il est mort en combattant à côté des esclaves. Ces esclaves se considéraient les fils du soleil, et la religion solaire était l'idéologie, pour ainsi dire, de cette révolution sociale qui a été justement la révolte d'Aristonikos. Nous sommes les membres d'un vaste corps et la nature a institué une parenté entre nous tous. C'est Sénèque, dans la lettre 95 à Lucilius, qui reflète fidèlement la vision de Zénon et de Chrysippe et de Blossius, pourrait-on dire. On voit là la distance énorme entre les sages épicuriens qui regardent le naufrage d'autrui dans le bastion de la sagesse et Blossius qui s'engage 2 fois et qui meurt en combattant. On a de la religion solaire une connaissance très large. Moins connue, c'est l'utopie solaire. Et c'est sur l'utopie solaire que je voudrais m'arrêter. À la conclusion, l'utopie solaire, il s'agit d'une dizaine de pages cachées à l'intérieur d'un livre d'histoire, la bibliothèque historique de Diodore de Sicile, de ce personnage que j'ai mentionné plusieurs fois, le seul qui nous ait raconté les révoltes des esclaves en Sicile. Des centaines de milliers d'esclaves révoltés qui ont engagé longuement, pendant des années et des années, les armées romaines. Diodore de Sicile, on connaît beaucoup de lui, il a parlé assez de lui. Il y avait un autre historien, sicilien aussi, qui avait consacré un ouvrage entier aux révoltes des esclaves en Sicile. Et peut-être, c'est très probable, Diodore a puisé dans l'ouvrage de ce prédécesseur. En tout cas, il nous donne, à l'intérieur du livre 2 de son histoire, de sa bibliothèque historique, le récit d'un voyage. Un voyage imaginaire, évidemment, mais ou bien Diodore lui-même, ou bien sa source, qui était le géographe Artémidore d'Éphèse, qui était vivant plus ou moins au passage entre le 2e, 1er siècle avant notre ère, ont cru qu'il s'agit d'un voyage réel, parce qu'ils ont placé l'un et l'autre le récit de ces voyages dans l'île de Cylone entre l'Arabie, la description de l'Arabie et de l'Éthiopie. Donc c'est un élément réel dans le récit de Diodore. Quelle est la légende, pour ainsi dire?
qui se rassemble à un roman ou bien au récit d'une comédie, de la comédie nouvelle athénienne. Le jeune Jean Bulle, jeune homme, capturé avec son compagnon par des Éthiopiens qui décident de se servir d'eux pour la purification de leur pays. Embarqués sur un esquif, les deux, Jean Bulle et son ami, sont conduits vers le sud, dans une île heureuse. Accueil chaleureux, les habitants sont à peu près identiques dans la configuration de leur corps. Et là commence le récit de cette utopie. Les îles du soleil s'appellent les îles de Jean Bulle. L'égalité. Les gens sont presque identiques au point de vue physique. Leurs os sont comme flexibles et la forme singulière de leur langue, qui est bifide, leur permet de parler tous les langages et quelquefois de parler avec deux personnes en même temps. C'est formidable. Ils ne sont point condamnés à travailler, pas de travail. Les prairies produisent d'elles-mêmes une abondance de fruits. Il n'y a jamais aucune ombre, car le soleil est toujours à son zénith. Ils ont par-dessus le goût du savoir. Ils s'occupent d'astrologie. C'est une communauté savante. Ils ignorent les cellules familières. Ils aiment tous les enfants, sans distinction. Leurs fêtes retentissent de leur hymne en l'honneur du soleil. Ils ensevelissent leurs morts dans la sable, à marée basse. L'eau de leur source est chaude et bienfaisante. Mais la conclusion de ce roman est abrupte. Après 7 ans passés parmi ces insulaires, Jean Boulos et son compagnon sont expulsés comme malfaisants et d'éducation corrompue. De retour en Grèce, Jean Bulle relate son expérience. J'ai laissé de côté un détail, je vais le dire à la conclusion. Dans le monde grec, l'alphabétisation généralisée est un programme d'utopistes. On a parlé de Charondas il y a quelques minutes. Dans les îles du Soleil, que Jean Bulle, d'après Diodore, aurait visitées, la connaissance des signes alphabétiques, de même que la connaissance de l'astrologie, est obligatoire et fait l'objet de la plus grande attention. On avait adopté une écriture artificielle basée sur tout juste 7 lettres, dont chacune avait 4 emplois différents. Et Diodore ajoute un détail curieux. On avait l'habitude d'écrire en procédant verticalement, d'un haut en bas, mais ça dépend du fait que l'ordre est manifestement bouleversé. Dans ces merveilleuses îles du Soleil, le travail n'existe pas, la nourriture est abondante, l'esclavage n'existe pas du tout, la mort est douce autant que la vie, l'écriture procède verticalement, l'alphabétisation universellement répandue est un aspect de ce bouleversement utopique. C'était difficile, la lecture. Le mot grec qui veut dire lire, anagignoskein, veut dire en même temps reconnaître. On reconnaît
les signes alphabétiques et on lit à haute voix parce qu'en prononçant les mots, on les reconnaît. C'est pour ça que lire et reconnaître, c'est le même mot. Il y a des lecteurs professionnels, donc la lecture est une conquête. Le fait que la lecture soit au centre de l'utopie de Jean Bull signifie ouvertement un bouleversement face à l'ordre habituel, où l'alphabétisation est rare, même dans les sociétés démocratiques. On dit qu'à Athènes, l'alphabétisation était répandue parce qu'il y avait la loi écrite. Ce n'est pas vrai du tout, parce qu'il y avait la loi écrite, mais on se faisait aider de quelqu'un qui était en mesure de lire. Tandis que dans l'utopie de Jean Bull, la lecture est répandue partout et tous se sont en mesure d'exploiter ce système original, 7 lettres avec 4 emplois pour chaque lettre. Qu'est-ce qui s'est passé à la conclusion de l'époque classique, où le thème de la lecture, de l'alphabétisation, etc., est toujours présent? J'ai parlé de Carondas, j'ai parlé de Platon qui disait dans les lois c'est nécessaire le minimum dans ce domaine, j'ai parlé de Jean Bull. À la fin de l'époque romaine, à l'intérieur d'une réalité telle que l'Empire, l'organisation impériale, une réalité nouvelle s'est affirmée, une réalité inquiétante qui a détruit de l'intérieur le bâtiment impérial, c'est-à-dire l'Église. Et le christianisme s'est diffusé à partir d'un livre élémentaire, qui est, pour ainsi dire, un roman biographique du fondateur, le Nouveau Testament, justement. L'ironie de l'histoire a voulu que cette alphabétisation inattendue, liée au livre des pauvres, pour ainsi dire, ait eu les conséquences les plus radicales sur la stabilité sociale de l'Empire. Mais ce qui s'est passé n'a rien ou presque à faire avec les utopies sociales du passé, de Platon à Jean Bull. Comme il arrive souvent, le changement, lorsqu'il se produit, aime à montrer un visage inédit, imprévu, par rapport au niveau de ce qu'avait été la culture païenne. L'alphabétisation élémentaire des masses chrétiennes ou christianisées a en soi un élément de barbarie. Les paysans, les colons, les barbares qui ont connu le livre et l'alphabet grâce à la diffusion du Nouveau Testament nous apparaissent comme une réalité inquiétante, tout à fait au-dessous du niveau intellectuel des héliopolites, des habitants des îles du Soleil, très sages, doucement philosophiques. Mais on le sait bien, la marche de l'histoire n'a aucunement le devoir de se conformer aux prévisions des philosophes. Merci. Grazie Luciano.